Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de formation à la médecine intégrative intitulée Communiquer avec son patient. J'ai fait cette vidéo parce que je pense que c'est quelque chose d'essentiel qu'on apprend peu. Je vais vous délivrer plein de techniques de communication qui peuvent être très utiles en consultation pour n'importe quel soignant, a fortiori nous les médecins. Je vais commencer par les choses les plus élémentaires, on va aller par des choses après un petit peu plus techniques, un peu moins connues. Pourquoi c'est important? Parce que vous savez très bien qu'un bon médecin, c'est un bon communicant. Quand on communique bien avec son patient, le patient comprend ce qu'il a, il comprend pourquoi on lui administre tel ou tel traitement, il comprend pourquoi il doit revenir tel ou tel jour. Il est tout simplement mieux soigné, il est plus impliqué dans sa prise en charge et il n'y a absolument que des bénéfices à apprendre les techniques de communication. Donc on va y aller, c'est une liste, j'espère, qui ne va pas être trop indigeste. Vous pouvez passer lire cette vidéo en accéléré si vous préférez. Tout d'abord, être soi-même. Pourquoi je mets ça en premier? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est inutile, quand on va voir un patient, d'essayer de faire l'acteur, par exemple. Quand on a quelque chose de douloureux à annoncer, ça sert à rien de se mettre un masque d'acteur en s'imaginant je ne sais qui dans je ne sais quelle scène de film ou de théâtre. Il faut rester soi-même. Si on est anxieux, eh ben, il n'y a pas de mal à être anxieux, à manifester de l'anxiété. Si on est heureux, justement, il faut manifester ces sentiments-là. Ça sert à rien d'essayer de trop dissimuler ses sentiments, ses états intérieurs. Il faut être soi-même. Les gens nous prennent comme on est et c'est très important. Parce qu'à mon avis, on ne peut pas singer un acteur trop longtemps. On peut le faire une ou deux fois, mais ce qu'on aime, c'est quelqu'un d'humain et de véritable en face de soi. Donc restons nous-mêmes, absolument. C'est très important. La confidentialité, évidemment. La confidentialité, c'est l'assurance qu'un patient a lorsqu'il rentre dans votre cabinet que ce que vous lui dites ne sera pas répété. Ça paraît basique, mais beaucoup de patients n'osent pas s'exprimer parce qu'ils ont peur de cette confidentialité-là. Ça passe par des choses simples comme le manifester, le dire à ses patients. Vous savez, tout ce que vous allez me dire là, je les garde pour moi, je n'en parle à personne, c'est légal. Vous pouvez le dire pour essayer d'extorquer, entre guillemets, des informations importantes. Je pense à, par exemple, des ados qui consultent pour des IST, des problèmes de violence conjugale, que sais-je. Assurer à ces patients la bonne confidentialité de l'entretien, ça permet d'assurer un examen clinique de qualité. Donc pour ça, il faut évidemment fermer toutes les portes, s'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui tape à la porte ou pire qui rentre dans la salle de consultation inopinément, ça peut arriver. Donc on s'assure d'un calme, d'une confidentialité respectée. Être disposé à recevoir son patient, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis sûr que vous avez plein de journées en tête où on arrive au cabinet en consultation, on est fatigué, on n'a pas la tête à ça, on a envie d'être en vacances et on fait du très mauvais travail. Être disposé, ça veut dire avoir bien dormi, ça veut dire laisser ses problèmes de côté, ça veut dire éteindre son portable, ça veut dire être absorbé uniquement par la liste, enfin par les patients, pardon, qui vont se présenter en face de nous. Être disposé, ça veut dire accorder toute son énergie aux patients qui se présentent en face de nous. Essayer de mettre son mental entièrement dévoué à cet entretien. C'est très facile à dire, évidemment en pratique c'est super compliqué, il y a plein d'exemples où on n'a pas envie d'être là au boulot, mais je le permets de le mettre ici parce que c'est essentiel, ça veut dire être reposé, on peut évidemment méditer avant d'aller travailler, moi quand j'ai le temps je le fais, ça permet de se mettre en condition, d'être au calme, et surtout d'éviter toutes les distractions euh, extra-professionnelles. Quand on a un souci, moi ce que je fais, je me le note et je le règle après, j'essaie de ne pas le faire entre deux patients, dans la précipitation. Quand j'ai un coup de fil, j'explique que je ne peux pas le prendre et que je rappelle la personne plus tard. Quand il y a une demande inopinée, si c'est pas urgent, j'explique qu'on verra ça à la fin de la matinée. C'est mettre tous les petits problèmes de côté, ce qu'on appelle la charge mentale. On se décharge de tout ça pour recevoir chaque patient comme il se doit. Empathie et compassion, je mets ça au tout début, c'est quand même essentiel. Ce sont de grands mots, qu'est-ce que ça veut dire? L'empathie et la compassion,
Ça veut dire rentrer dans le monde de l'autre, essayer de le comprendre. Et c'est pas souffrir pour lui, mais c'est souffrir avec lui, en quelque sorte. C'est le problème de la distance à respecter. Il ne faut pas qu'on souffre trop, mais si on souffre pas du tout, on est une machine froide. Ça n'a aucun intérêt de consulter quelqu'un comme ça. L'empathie et la compassion, ça veut dire comprendre le patient qui se présente en face de nous. C'est se mettre à sa place, c'est s'imaginer à sa place. C'est se dire, ah ouais, ce patient de 50 ans que je suis pour un cancer, ça doit être chaud pour son travail, pour sa famille, pour ses douleurs. C'est se mettre à la place de l'autre pour le comprendre. C'est la seule façon de bien soigner les gens, parce que si on ne fait pas cet effort-là, on est quelqu'un d'extrêmement froid, c'est absolument pas intéressant, et puis je pense qu'on fait du très mauvais travail. Donc c'est pas souffrir à la place d'eux, c'est souffrir un petit peu avec. Et pour ça, il faut être en forme, il faut être disposé, il faut en avoir envie. C'est un métier, vous savez, qui est magnifique, le métier du soin, et il faut en avoir envie et être dévoué à ça. Ça se travaille, c'est une attitude, ça se travaille, il faut aménager son emploi du temps, il faut aménager son cabinet, il faut aménager son activité. Il y a des gens qui changent leur activité régulièrement pour ne pas tomber dans une routine. Chacun doit trouver son truc, mais l'essentiel, quand on est soignant, c'est vraiment l'empathie, la compassion. C'est peut-être pas l'essentiel, mais c'est quand même beaucoup. Prendre le temps. Ça paraît un petit peu bateau, c'est une lapalissade de dire ça, mais pourquoi c'est essentiel? Parce que quand on bosse rapidement, on bosse mal. Euh, Prendre des patients toutes les 5 minutes, ça a un intérêt pour le tiroir caisse, évident, c'est intéressant de gagner de l'argent, c'est évident, personne ne peut dire le contraire. Mais quand on prétend soigner les gens, ça mérite du temps. Le fait d'accueillir quelqu'un, comme il se doit, et pas comme un gardien de prison. C'est l'accueillir, lui dire bonjour, lui sourire, demander de ses nouvelles, faire ce qu'on appelle le small talk, se parler de la météo, de je ne sais quoi, de le mettre en condition, de le mettre à l'aise, puis de l'interroger, de l'écouter, de faire un examen clinique, puis d'expliquer ce qu'on a trouvé, d'expliquer le diagnostic, d'expliquer les médicaments, d'expliquer les effets secondaires, d'expliquer le suivi. Tout ça, j'ai pas de recette magique, ça prend simplement du temps. On ne peut pas le prendre à chaque fois pour chaque patient, c'est-à-dire qu'on ne peut pas recevoir chaque patient en 30-45 minutes. Enfin, ça dépend de ses honoraires, ça dépend de ce qu'on fait, hein, je veux dire, mais je me mets à la place d'un médecin généraliste qui prend un patient toutes les peut-être 15 minutes. Parfois, vous savez qu'il faut repousser un peu ces barrières et on sent quand on a besoin de dépasser la durée qu'on s'y impartit, de recevoir son patient 20 minutes, 30 minutes si c'est nécessaire, parce que il a besoin de ce temps-là. Ce temps-là qu'on prend, je pense que c'est du temps gagné pour la suite. Après, on pourra aller plus vite. Mais pour des consultations clés, comme des annonces de mauvais résultats, des annonces de maladies, des mauvaises nouvelles, des points clés dans la prise en charge, des changements de traitement. Je sais pas, je pense à un patient qu'on va mettre sous insuline, ça prend du temps. Ce patient qui va passer d'un traitement médicamenteux péros à une injection d'insuline, il faut lui expliquer parce que sinon il ne va rien comprendre, il ne va pas le faire. Si on lui prescrit simplement quelque chose sur une ordonnance en lui disant voilà, je vous ai tout marqué, débrouillez-vous, il va rien comprendre, il va avoir peur, il va probablement pas prendre ses médicaments parce que vous savez qu'il y a l'inobservance médicamenteuse qui est incroyable. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est quelque chose de démentiel. Et cette inobservance des médicaments, elle peut être grandement combattue par le fait de prendre du temps, d'expliquer. Donc c'est pas sexy, c'est pas un hack extraordinaire que je vous délivre, mais à mon avis, ça va être un gage de qualité à l'avenir. C'est là qu'on va pouvoir reconnaître ceux qui prennent soin et ceux qui font de la médecine pour remplir les caisses. Encore une fois, c'est évidemment important, mais à mon avis, il y a des points clés, des patients clés qui méritent à certains moments qu'on prenne le temps. Quelque chose d'un peu bateau, mais d'appeler le patient par son nom, prénom, de le répéter. C'est une technique de communication assez basique, très connue, mais quand on entend son prénom et son nom, ça favorise l'empathie, tout simplement. Donc efforcez-vous,
à retenir le nom, le prénom de chaque patient et dans la consultation, vous appelez le patient par son nom, tout simplement, plusieurs fois. On parle dans les yeux, évidemment, je dis ça ici parce qu'il y a plein d'exemples de médecins fuyants, de gens qui osent même pas soutenir le regard de leurs patients parce qu'ils n'assument pas ce statut-là, ils n'assument pas de délivrer des mauvaises nouvelles, ils ne se sentent pas sûrs d'eux. Donc le minimum, évidemment, c'est de soutenir le regard de son patient, hein, avec un demi-sourire, une attitude de compassion, empathique. C'est essentiel. Le ton de la voix, on peut travailler le ton de sa voix, la fréquence de parole, la vitesse de parole, les silences, évidemment. On peut travailler sur sa voix. On peut avoir une voix très calme, très chaude pour essayer de rassurer les gens. Et puis, quand c'est nécessaire, eh ben, on peut aller un petit peu plus vite, on peut débiter comme ça pour simplement demander à quelqu'un de se déshabiller, etc. Donc le ton de la voix, c'est quelque chose de très rassurant. L'écoute active, j'en ai déjà fait une vidéo, je ne vais pas revenir dessus, mais dans toute consultation, il y a un moment indispensable d'écoute où on se tait. On ne parle pas et on écoute ce que le patient nous dit. Ça peut durer 2 minutes, c'est pas grand-chose, même 1 minute, mais en général, on fait ça en début de consultation. On laisse le patient dérouler et on ne le coupe pas de façon intempestive pour essayer de retrouver des signes et des symptômes qu'on va cocher dans une case pour faire le bon diagnostic. Parce que ça permet de faire des statistiques, mais ça ne permet pas de soigner quelqu'un. Quelqu'un qu'on soigne, c'est quelqu'un qu'on écoute. Tout le monde le sait, vous le savez très bien, qu'un ami qui vous écoute, c'est déjà un acte de soin en soi. Le langage non verbal, c'est tout ce qui n'est pas les mots. C'est le regard, le sourire, le ton de la voix, le fait de toucher son patient sur l'épaule, sur le coude, le fait de manifester une certaine joie, une certaine bonhomie, un certain accueil avec les bras ouverts. Vous voyez qu'un médecin qui est comme ça derrière son bureau, c'est pas du tout pareil qu'un médecin qui se présente devant, les bras ouverts, en regardant dans les yeux, en soutenant un regard et en essayant d'avoir un contact chaleureux. C'est capital. Le contact physique, j'en ai parlé. Ça peut paraître étonnant, mais par exemple en gériatrie, quand vous avez des personnes âgées, elles y sont hyper sensibles. Quand vous serrez la main de quelqu'un, vous lui posez délicatement l'autre main sur le coude, la main sur l'épaule. Une personne dans un lit d'hôpital, alors évidemment ça dépend des circonstances, on s'adapte, mais le fait de toucher la main, le fait de mettre une main dans le dos, c'est grandement apprécié, on le fait peu, alors on ne peut pas le faire tout le temps parce que ça peut parfois évidemment être déplacé, mais certains patients s'y prêtent, notamment en gériatrie. Poser des questions ouvertes. Quand on demande à un patient, par exemple, vous n'avez pas eu de maladie particulière ces temps-ci? Première chose qu'il va répondre spontanément, c'est non. Par contre, si vous lui posez la question, est-ce que vous avez eu ces derniers temps des soucis de santé? C'est complètement différent. Le fait de fermer les questions, ça favorise des réponses fermées. Poser des questions ouvertes, c'est laisser le patient réfléchir et dérouler, c'est essentiel. Donc toutes les questions qu'on pose devraient être ouvertes ou alors, au contraire, demander une réponse par oui ou par non, très claire. Mais faire des questions fermées en disant notamment vous n'avez pas eu ceci, vous n'avez pas eu cela, vous l'avez bien pris le traitement. Forcément, les gens vont être tentés de répondre oui alors qu'ils pensent non. En tout cas, ils ne vont pas avoir le temps de réfléchir. Donc il faut ouvrir toutes ces questions dans la mesure du possible. Valider les sentiments du patient, ça veut dire le comprendre. Quand on rentre dans son interrogatoire, c'est le fait de reconnaître ce qu'il ressent. C'est essentiel. Quand on voit quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui a mal, c'est le fait de lui dire « J'ai l'impression que ça vous fait souffrir, cette histoire, n'est-ce pas ?» Ou c'est lui dire « J'ai l'impression que c'est particulièrement douloureux pour vous, cette situation en ce moment. » Et là, ça permet au patient de se livrer. Il comprend qu'on a validé son sentiment. Il sait qu'on a compris ce qu'il ressent. Ça va lui permettre de rebondir dessus. C'est lui dire « Je sais que c'est dur en ce moment. Je sais que vous souffrez. Et je vais apporter
toutes mes compétences pour essayer de vous suivre, de vous soutenir au maximum. Je sais ce que vous ressentez. C'est ça, valider les sentiments du patient, et c'est une technique qui est très très efficace pour faire du lien. Un patient est singulier et il pense peut-être pas comme vous. Euh, ça veut dire que dans notre tête de soignant, on a appris des choses et on a l'impression qu'il suffit de les dire, de les énoncer pour qu'elles soient claires et acquises. Or, la vérité, c'est que c'est pas du tout le cas. Chaque personne a une histoire différente, des antécédents différents, des familles différentes, des traumatismes différents, des religions différentes, des croyances différentes, des cultures différentes. Donc ce que vous dites, si ça vous semble clair, eh ben, pour le patient, ça l'est forcément un petit peu moins. Pour d'autres patients, ça va être carrément obscur. Donc il faut prendre le temps de faire tout l'interrogatoire, de rentrer dans l'histoire de son patient. Alors évidemment, on ne va pas remonter à Hérode, on ne va pas refaire son historique depuis son accouchement, mais comprendre un petit peu d'où il vient. Ça, c'est essentiel parce que quand viendra le moment de lui prescrire des examens, des médicaments, la seule façon qu'il adhère à votre traitement, c'est qu'il le comprenne, qu'il se sente en confiance, qu'il n'ait pas de zone obscure, qu'il ait pu poser ses questions. Et parfois même, l'histoire d'un patient va vous faire changer vos prescriptions. Je prends un exemple bateau, mais les témoins de Jéhovah, par exemple, qui ne veulent pas de transfusion sanguine, eh ben, vous n'allez pas les transfuser. Alors évidemment, il y a les problèmes éthiques quand il y a des chocs hypovolémiques, quand un patient arrive en saignant la rage, que sais-je, le problème est un petit peu différent. Là, vous avez une obligation légale de le sauver, mais il faut quand même respecter ses choix. Et donc, si vous prescrivez à un témoin de Jéhovah une transfusion sanguine, vous êtes sûr et certain qu'il ne va pas accepter ce traitement. C'est un exemple un peu caricatural, mais je pense à des impératifs religieux, des impératifs familiaux, des traumatismes anciens. Il y a plein de petites choses qu'il faut comprendre pour améliorer son suivi. Un patient, c'est un être singulier, c'est pas un numéro, c'est pas une case à cocher. Il y a plein de choses à savoir, plein d'obstacles à découvrir, de zones obscures à éclairer pour soigner correctement, le comprendre et pouvoir prescrire les bonnes choses. Parce que parfois, le traitement recommandé pour un patient à tel stade de sa pathologie, eh ben lui, ça va pas lui aller, donc il va falloir en changer. Et donc, vous allez être frustré parce que ça va pas rentrer dans vos guidelines. Ok, ce patient, il est diabétique de type 2, j'en sais rien, il faut lui prescrire de la metformine. Pour une raison X ou Y, il n'en veut pas, eh ben, vous n'allez pas lui en donner, parce que si vous lui prescrivez, il ne le prendra pas, tout simplement. Donc il faut s'adapter, il faut comprendre les gens, les croyances. Par exemple, les diabétiques qui pensent que l'insuline fait grossir, la corticophobie, tout ça, c'est quand même à découvrir. C'est à lever, à découvrir. On rentre dans toute l'éducation thérapeutique après, qui est faite pour ça. Mais il faut au moins y passer un petit peu de temps, expliquer les traitements, savoir s'il y a des questions, pour rentrer véritablement dans l'histoire de ces patients. Phrase miroir et répétition, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Le fait de répéter la phrase d'un patient, ça l'ancre beaucoup plus profondément. Un exemple bête, un patient qui est inquiet, qui vient vous voir, et qui vous dit à la fin, bon, ben, c'est pas le cancer, docteur. Ben, vous lui répétez, non madame, c'est pas le cancer. Le fait qu'il vous demande, bon, ben, tout va bien alors. Ben, vous lui répétez, tout va bien. Le fait de répéter sa phrase, ce qu'on appelle la phrase miroir, ça aide beaucoup les choses. Évidemment, quand c'est pas ça, on valide pas, mais répéter les mots de son patient, c'est très, très efficace. Reformuler, c'est aussi assez intéressant. Quand une patiente vient vous voir pour une douleur de l'abdomen, et elle vous explique que ça lui fait très mal et qu'elle n'a pas pu aller bosser à cause de ça, le fait de lui dire « Ok, si je comprends bien, vous venez me voir avec votre douleur au ventre que vous trouvez insupportable au point que vous êtes cloué au lit et vous ne pouvez pas aller bosser le lendemain. » Et là, elle va vous dire « Mais oui, c'est exactement ça. » Et là, elle va se dire « Waouh, celui-là, il a vraiment saisi le truc. Il a vraiment compris ce dont je souffrais et donc je peux lui faire confiance. » Les formulations positives. C'est une idée que j'ai assez subjective, hein, mais je pense que le rôle d'un soignant et d'un médecin, c'est d'avoir quand même
un peu comme en marketing, des formulations positives. On va plutôt parler de santé plutôt que de maladie. On va évoquer des solutions plutôt que des problèmes. On ne va pas travestir la réalité, mais on va utiliser des formulations plus positives. Ça a l'air de rien, mais le fait d'employer des mots à consonance positive, eh ben, ça améliore l'espoir, les encouragements qu'on peut transmettre à nos patients. Donc, c'est difficile, mais si on peut éviter de prononcer des mots à connotation très négative, nul besoin de parler de mort, de problèmes, de handicap, tout ça, ce sont des concepts qu'on peut évoquer clairement avec des mots positifs, avec des mots un peu plus lumineux. Encouragement et espoir, moi je pense que chaque soignant devrait être un moteur d'encouragement pour ses patients. Ce que je veux dire par là, c'est que même si on prend le cas extrême d'un patient en fin de vie, on peut toujours lui assurer de notre soutien, de notre encouragement. Il y a toujours un espoir de trouver de la vie. On ne va pas lui vendre un espoir irréaliste, on ne va pas lui dire qu'il va vivre encore des années alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas, pas du tout, mais s'assurer d'un discours et d'une posture encourageante, d'une certaine force et d'un certain espoir à transmettre. Ça, on peut le faire dans toutes les situations, même les plus désespérées. Être un roc, être solide, s'assurer d'un soutien, d'un suivi, d'encouragement, d'espoir pour chacun de ses patients. On peut s'aider de plein d'outils différents en consultation. Évidemment, les petits bibelots d'anatomie, les rachis, etc., les genoux, pour que les gens comprennent un petit peu les structures en cause. On peut s'aider d'Internet, on peut tourner son écran, montrer à quelqu'un. On peut inciter nos patients à noter sur un carnet de notes d'une consultation à l'autre. On peut leur faire utiliser des applications numériques. Il y en a plein pour suivre ses cycles menstruels, pour suivre sa diurèse, pour noter tout un tas de choses sur sa santé. Fouillez, je vais essayer de vous en transmettre un petit peu plus, mais il y a plein de choses à utiliser en pratique courante. La famille et la personne de confiance. Ça, c'est quelque chose de très important. Quand on veut communiquer, alors notamment en gériatrie, mais pas que, c'est de s'aider d'un tiers, de l'époux, de l'épouse, du parent, du fils. Chaque fois que j'ai l'occasion, moi j'invite les gens à venir, quand le patient est d'accord évidemment, parce que le fait d'avoir un discours triangulaire, ça aide beaucoup. Ça permet de poser des questions, ça permet qu'ils reformulent après entre eux, qu'ils s'expliquent les choses mutuellement, etc. Ce qui est génial, c'est d'utiliser le moins de mots possible, les plus simples, les plus vrais, les plus efficaces. Ce que je veux dire par là, c'est que moi je suis un mauvais exemple parce que dans cette vidéo, je suis seul à parler, je parle beaucoup, mais en consultation, je pense qu'il vaut bien mieux économiser ces mots. Parler peu, mais parler vrai. Ça sert à rien de se noyer dans 10 minutes d'explication. Par contre, ce qui est beaucoup plus efficace, c'est de parler 2 minutes, mais vraiment avec le moins de mots possible, les mieux choisis, qu'on va essayer d'ancrer dans la tête de son patient. Les plus simples, on ne va pas utiliser un vocabulaire ultra technique, on va s'adapter, mais utiliser des mots vrais, on utilise la réalité, les vrais mots, les plus simples et les plus efficaces. Ça ne sert à rien de se perdre dans 10 minutes de logorée pour expliquer d'où ça vient, parler de l'origine de choses qu'on suppute et d'une évolution d'une maladie qu'on connaît mal. Non. On explique simplement les choses, on dit ce qu'on sait, on dit ce qu'on ne sait pas, avec, à mon avis, peu de mots. Il faut, à mon avis, assez peu parler. Parler vrai, répondre aux questions, mais peu parler. On adapte la technicité du discours, évidemment. On ne va pas du tout s'exprimer de la même façon si c'est un confrère à la retraite ou une enfant de 12 ans, évidemment. Mais à chaque fois, c'est délivrer une information vraie et efficace. Alors on va éviter de caricaturer, de dire des choses fausses, de donner des explications aberrantes. Les exemples sont multiples, moi j'en vois tous les jours. Mais les soignants qui emploient des métaphores complètement foireuses, l'exemple c'est par exemple la petite vessie. Des gens qui vont souvent aux toilettes, qui ont une pollakiurie, on leur a dit qu'ils avaient une petite vessie, ce qui est un truc complètement dingue, ce qui est complètement faux scientifiquement. Enfin, la petite vessie existe, mais c'est rarissime. C'est une entité vraiment rarissime en urologie. C'est bien plus souvent dû à une irritation du col de la vessie, par un germe, par une infection urinaire,
par, j'en sais rien, une sténose de l'urètre, mais c'est vraiment hyper rarement dû à une vessie constitutionnellement petite. Pourquoi on dit des choses fausses comme ça? Parce qu'on n'a pas le temps. Parce que ça facilite les choses pour tout le monde. Pour le soignant, il caricature quelque chose assez vite, comme ça c'est clair, c'est net et c'est fait, on s'en est débarrassé. Et pour le patient, c'est pratique parce qu'il a une explication. Il y a plein d'exemples comme ça, les tendinites qui n'en sont pas, euh, des explications complètement abracadabrantesques qu'on entend sur la physiopathologie des symptômes, des gens qui rapportent des allergies qui n'en sont pas, l'allergie à l'iode par exemple. Je pense que c'est très très important de refaire le point dans tout ça, de ne pas caricaturer les choses. On explique la physiologie simplement. C'est possible, avec un peu de temps, un peu de pédagogie. On ne dit que des choses vraies, on ne invente pas des choses farfelues pour expliquer des symptômes. Quand on ne sait pas, on le dit. Ça sert à rien de supputer des trucs dont on n'est pas sûr. On fait simple, efficace, et on ne donne pas des explications aberrantes à des choses qu'on ne comprend pas trop. Au pire, on passe la main. Mais à mon avis, il faut rester dans le vrai. Ça me semble vraiment intéressant. 1 à 2 idées maximum à transmettre en consultation. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous recevez votre patient 20 minutes, je crois qu'il est très important au cours de la consultation, moi c'est ce que je fais, de se dire dans la tête, ok, quelles sont les 2 idées principales que je vais transmettre à mon patient pendant cette consultation. Parce qu'en fait, on a envie de lui délivrer plein de trucs, parce qu'on n'a pas le temps et on a envie d'avoir une grande valeur ajoutée, mais en fait, la réalité, c'est qu'on ne retient pas les choses. Moi, le premier, si je vais en consultation ou en rendez-vous chez je ne sais qui, je vais être un peu noyé par toutes ces informations. Donc, il y a une technique, c'est de prendre des notes, évidemment, mais aucun patient le fait. C'est du coup de restreindre son message à vraiment 1 ou 2 idées principales. Moi, ce que je fais, c'est, bon, si j'ai un message important à vous dire aujourd'hui, monsieur, madame, c'est celui-ci. Bam. C'est peut-être, je sais pas, prenez ce médicament 2 fois par jour. Ça peut être, faites du sport 30 minutes, 3 fois par semaine. C'est vraiment une idée maximum à transmettre dans une consultation pour pas embrouiller son patient et qu'il puisse les retenir. Parce que quand vous dites ça, j'ai un message à vous faire passer, et ben il va s'en rappeler. Évidemment, tout au long de la consultation, on demande si le patient a des questions. Ça paraît un peu simple, mais le fait de demander régulièrement est-ce que vous avez des questions, ça permet de savoir où en est le patient dans sa compréhension. Évidemment, on y répond. Attention à la confusion des mots. Je vous disais tout à l'heure, il faut avoir un langage clair, vrai, simple. Et il faut se méfier des confusions. Par exemple, quand on parle d'une tumeur, nous, soignants, médecins, on sait qu'il y a beaucoup de tumeurs bénignes. Une tumeur, c'est une tuméfaction, ça peut être un lipome, ça peut être un névus, j'en sais rien, qui ne nous inquiète pas. Mais dans le langage courant, le mot tumeur, c'est associé au cancer. Donc, si vous parlez de tumeur, assurez-vous que la signification de ce mot est la même pour lui comme pour votre patient. J'emploie ce mot comme exemple, mais il y en a plein. Donc faites gaffe à la confusion des mots qu'on emploie. Donc je l'ai dit, annoncez clairement les diagnostics. Ça, c'est essentiel. C'est fini le temps de la médecine de papa où on masquait les choses, on cachait, on en parlait à la famille pour préserver les gens. Ça peut encore arriver, mais à mon avis, c'est rarissime dans des situations exceptionnelles à l'hôpital. Mais sinon, il faut annoncer les diagnostics. À chaque consultation, il faut faire un diagnostic. Même si c'est un trouble fonctionnel, d'autant plus d'ailleurs. Mais il faut faire un diagnostic, il faut se risquer à faire des diagnostics, il faut se risquer à les réévaluer, ces diagnostics, il faut se risquer à faire des erreurs, il faut se risquer à mettre un diagnostic sur la table pour le confirmer ou pas, mais il faut annoncer clairement les diagnostics en donnant des explications simples et claires. Donc on parle uniquement de ce dont on est certain. On ne pronostique rien. Ça, c'est le grand classique. Docteur, pour combien de temps il lui en reste? La meilleure chose à faire, dans ces cas-là, c'est de vous taire. Parce que chaque fois qu'on se risque à un pronostic, on a 100% de chance de se planter. Alors le pire, c'est les gens qui pronostiquent les jours. Ça, c'est extraordinaire. Mais même en mois, même en années, ça, vous bottez en touche cette question. On ne pronostique absolument rien. Sauf quand c'est évidemment des cas complètement bénins, des viroses, des choses comme ça. Mais moi, je ne me risque jamais à dire, bon, bah, dans 2 semaines, ça sera fini. Dans 3 semaines, vous pourrez cavaler et vous remettre au triathlon.
je crois qu'il ne faut absolument pas pronostiquer des choses très précises. Il faut donner des ordres de grandeur, des fourchettes, mais pas pronostiquer au jour même, c'est impossible. Donc on répond qu'aux questions dont nous sommes sûrs de la réponse, évidemment. Quand on ne sait pas, on passe la main. On peut dire je ne sais pas. C'est quelque chose de très facile à faire. Il faut assumer cette posture et à mon avis c'est très important. C'est être humble parce que quand on ne sait pas, il faut le dire. Ça m'arrive tous les jours. Les patients qui me posent plein de questions sur leur pathologie. Est-ce que ça vient de ceci? Est-ce que ça vient de cela? Ben, je leur dis, je les écoute et je leur dis écoutez, je vais vous dire la vérité, je ne sais pas. D'ailleurs, vous regardez les plus grands profs de médecine, ben, c'est des gens qui reconnaissent leurs limites. Les plus grands scientifiques, c'est les gens qui connaissent les limites de leur savoir. Donc quand on ne sait pas, on le dit, on passe la main, on fait voir un confrère ou on se renseigne, on dit écoutez, là je ne sais pas, je vais me renseigner, je vous le dis à la prochaine consultation. Trouver le sens caché de la maladie, ça c'est un truc que j'aime bien. C'est par exemple inciter le patient à se responsabiliser, à savoir pourquoi ça lui arrive à lui maintenant. Je vous donne un exemple, un patient qui a, je sais pas, une virose par mois, toute l'année, il vient pour des angines, des rhinites, etc. Le fait simplement de lui poser la question, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes aussi malade régulièrement? Eh ben, ça peut peut-être lui amener à se dire, ok, c'est peut-être parce que je picole beaucoup, c'est peut-être parce que je fais pas de sport, c'est peut-être parce que je fume beaucoup. Alors que ça soit vrai ou pas, c'est en fait juste une incitation à questionner le patient sur son propre état de santé, à soulever des choses en lui, à lui faire évoquer des actions concrètes qu'il pourra mener pour changer son propre état. Le sens caché de la maladie, je le mets là, c'est vraiment, ok, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous qui venez en face de moi, pour améliorer votre état de santé? Ça, c'est assez radical parce que chacun a quelque chose à trouver là-dessus, hein. Même quand on est en bonne santé, on peut toujours se demander qu'est-ce que je pourrais faire de mieux. Donc moi, j'aime bien quand j'ai le temps de le faire. Il y a des expressions qu'on ne doit pas employer en consultation. C'est dans la tête. Alors ça, c'est radical. Dire à son patient, mais non, c'est dans la tête, ça c'est horrible. C'est vraiment à proscrire. Ou vous n'avez rien. Si vous consulte, c'est au moins qu'il est anxieux, c'est au moins qu'il a une gêne. Donc vous n'avez rien, c'est vraiment affreux de dire ça. Il faut vraiment l'éviter. Je ne peux rien faire pour vous, ça c'est un énorme drapeau rouge évidemment. Quand on dit ça, c'est que vraiment on n'est pas très doué, toujours quelque chose à faire, et au pire, on envoie vers quelqu'un d'autre, on soutient, on encourage, on écoute, on reçoit, on répond aux questions. Mais dire je ne peux rien faire pour vous, ça c'est super violent. Et il y en a beaucoup qui disent ça. Si vous ne faites pas ça, ça veut dire c'est faire peur à ces patients. Par exemple, leur dire bon ben si vous ne prenez pas votre médicament là, il va vous arriver plein de problèmes, vous allez avoir tel et tel symptôme, etc. Non, on ne fait pas peur aux patients. On les motive au changement, on les incite à une amélioration, mais les faire peur, ça marche assez mal en fait. L'humour, c'est quelque chose qu'on fait très peu, c'est vraiment dommage. Je pense que quand on est assez sûr de soi, quand on peut se le permettre, évidemment on ne peut pas se le permettre dans n'importe quelle situation, mais faire des blagues, avoir une certaine légèreté, faire rire, c'est quand même super important. Évidemment, tout le monde adore ça, et les patients, je pense que ils sont tout à fait apprêtés quand on les connaît un petit peu, quand ils nous connaissent. Évidemment, on ne va pas lâcher une énorme blague à un patient qu'on découvre et qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, mais on peut évidemment tenter des blagues, des choses marrantes, des jeux de mots, des anecdotes, pour faire rire tout simplement. Ça me paraît essentiel. L'écriture, c'est essayer de faire écrire ses patients entre les consultations par exemple. On peut leur demander de tenir un carnet de bord, tenir un journal, pour essayer de voir les symptômes dont il rapporte la présence entre les consultations. Ça peut être une bonne façon de communiquer. Impliquer le patient, je ferai une vidéo là-dessus, c'est l'impliquer dans sa prise en charge, dans ses décisions, dans ses projets d'avenir, dans son suivi. C'est d'essayer de lui livrer plein d'outils pour qu'il puisse s'impliquer à fond dans sa prise en charge et qu'il puisse décider, en toute connaissance de cause, de la suite de son parcours. Il y a plein de choses pour ça, je vous en parlerai. On arrive enfin à l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Je vous ai fait une petite fiche récapitulative. Comment on annonce une mauvaise nouvelle à son patient?
5 points clés, 6 même, pardon. Tout d'abord, la préparation. Préparer son patient à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire le recevoir dans un endroit calme, adapté, pas au milieu d'un couloir. C'est se préparer aussi soi-même à cette annonce-là, préparer les documents, c'est préparer l'environnement, le patient, le soigner à cette annonce. La perception du patient, à ce stade-là, on va être en face de son patient et on va voir où est-ce qu'il en est, ce qu'il sait de son état de santé. On peut lui dire, est-ce que vous savez pourquoi vous venez me voir aujourd'hui? Est-ce que vous savez quel est votre état de santé aujourd'hui? Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai demandé de venir me voir aujourd'hui? Et là, on va jauger de ce que le patient sait de sa pathologie. Parce que des fois, il sait qu'on va lui annoncer une chose de grave, des fois, il ne le sait pas du tout. Donc là, ça va nous permettre de prendre encore plus de pincettes. Et puis, on va surtout savoir aussi ce qu'il attend de nous. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre de mauvaises nouvelles. Alors, quand il y a un mauvais diagnostic, il faut le donner. Mais il y a des gens qui veulent tout savoir, tout dans les détails. Il y a des gens qui veulent rien savoir. On regarde un petit peu où il en est et où est-ce qu'il a envie d'aller à ce stade-là. Ensuite, troisième étape, l'invitation. On est là pour annoncer quelque chose, donc on va préparer le terrain pour annoncer une mauvaise nouvelle. Ça peut être quelque chose comme lui dire « Ok, si je vous ai demandé de venir me voir aujourd'hui, c'est parce que j'ai une nouvelle à vous annoncer. Est-ce que vous accepterez que je vous en parle ?» Ne serait-ce que ça, on l'invite à accepter ça. Donc évidemment, il va rarement vous dire non, mais c'est une façon de l'amener très crescendo jusqu'à la délivrance de cette information. La connaissance, donc on délivre la quatrième étape, la connaissance, ça peut être l'annonce d'un résultat biologique, l'annonce d'un diagnostic, que sais-je. On emploie des mots clairs, nets, sans ambiguïté, avec toutes les techniques de communication dont on a parlé, avec un ton calme, etc. Ensuite, cinquième étape, l'exploration et accueil. On regarde comment le patient a reçu cette nouvelle. Si besoin, on la reformule, on la dit autrement, on la répète. Et on regarde comment réagit le patient. Est-ce qu'il l'accepte? Est-ce qu'il n'accepte pas? Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il est dans le déni? On explore tous ces sentiments. On va lui poser des questions, savoir comment il perçoit ça, comment il se sent, est-ce qu'il a des questions. Et puis ensuite, dernière étape, le suivi, on va lui proposer un suivi, on ne le lâche pas dans la nature comme ça, on va lui dire qu'on lui propose de le revoir dans 7 jours, qu'on va lui prescrire tel examen, qu'on va vérifier, on lui propose un suivi avec soi-même, avec des confrères, etc. Voilà, c'était une longue vidéo, c'était un peu fleuve, j'espère que ça vous a plu. Je suis très heureux de vous l'avoir tourné. Surtout, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire, moi c'est ce qui m'aide énormément. Vous pouvez me suivre sur YouTube, sur Instagram. Et je vous dis à bientôt, au revoir.